Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré au portage obligataire. Donc je suis Christophe Tapia, un des associés fondateurs de Sony Asset Management, et donc je vais animer ce webinaire avec Jacques Catna, le patron de la gestion chez nous. Alors le titre était un peu en anglais, portage ou hors note portage, tout simplement parce que le 23 juin, c'est pour ceux qui ont la mémoire un peu courte, le 23 juin c'est là où a été voté en 2016 le Brexit. Donc 23 juin 2016, 23 juin 2020, donc c'est le 4e anniversaire du vote du Brexit. Alors on imagine que c'est un sujet qui va animer certainement les marchés dans les mois à venir, dans les semaines à venir. Donc voilà, on a voulu faire un petit peu de remember sur ce thème du Brexit. Alors l'idée de ce webinaire, c'est bien évidemment de faire parler Jacques sur cette notion de portage obligataire et surtout de quoi faire après la remontada. Alors c'est pas un cours de langue vivante qu'on va faire, un peu d'anglais, un peu d'espagnol, mais l'idée c'est voilà, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, comment ça doit se passer. On a vu qu'il y a eu un rebond très violent sur les marchés obligataires. Donc notre idée c'était de vous faire partager un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui sur les marchés obligataires, ce qu'on peut en faire et est-ce que le portage est toujours une solution pour les semaines à venir. Alors vous êtes assez nombreux connectés, donc n'hésitez pas bien évidemment à nous poser des questions en direct, on y répondra le plus possible. L'idée, c'est que ce format dure une petite trentaine de minutes et qu'on puisse répondre évidemment le plus possible à vos questions. Donc voilà, donc ça fait plus de 10 ans, bien évidemment, qu'on travaille sur ce portage obligataire. Alors Jacques depuis bien plus longtemps, parce que pour ceux qui ne le connaîtraient pas, voilà, il a été le patron de la gestion financière du groupe Le Conservateur de l'assureur pendant 25 ans et en charge essentiellement du fonds en euros, ce qui effectivement nous apporte toute légitimité sur ces marchés obligataires. Donc l'idée, c'est que Jacques va dérouler un petit peu tout ça et le plus important, c'est globalement de refaire un point aussi sur ce qu'on avait dit dans le dernier webinaire au mois d'avril, le début avril dernier, et de voir un petit peu où on en est aujourd'hui par rapport à ce qu'on avait évoqué à ce moment-là. Donc, alors qu'est-ce qu'on avait dit le 6 avril? Je vais laisser Jacques reprendre la parole sur cette partie-là pour nous expliquer ce qu'on avait dit le 6 avril et ce qui s'est passé depuis, et puis j'interviendrai pour le couper et lui poser des questions et puis répondre aussi aux questions que vous me poserez en direct. Voilà, Jacques, je te passe la main. Oui, bonjour. Alors, je ne vous vois pas. Vous me voyez probablement, mais moi, je ne vous vois pas. Donc, qu'est-ce qu'on s'était dit le 6 avril? La première chose, c'est que les banques centrales avaient fait pendant 10 ans du quantitative easing et en cas de problème, elles n'allaient pas laisser l'économie et les marchés se désagréger. Donc, on a eu, première chose, une réponse exceptionnelle des banques centrales, puisque je vous rappelle, on a eu dans la chronologie d'abord une crise sanitaire qui ensuite s'est transformée en crise économique et derrière une crise de liquidité avec des marchés qui ont plongé de manière très violente. Et donc, les premières à réagir à cette crise, donc, ça ont été les banques centrales. On reviendra tout à l'heure sur les mesures qu'elles ont prises et donc sur l'intérêt du portage obligataire. Donc, première chose, réaction des banques centrales. Derrière, les États ont également très vite réagi, ce qui a permis d'avoir des sommes qui ont été investies sur les marchés par les banques centrales et des sommes placées, plus exactement prêtées par les gouvernements aux sociétés. Ce qui fait que par rapport à cette crise qui est historique, on a eu des sociétés qui ont trouvé de la liquidité et donc les sommes prêtées par les États ont permis de réduire fortement les probabilités de faillite. Je parle pour les sociétés assez importantes. Pourquoi est-ce que nous mettions qu'il était plus confortable d'être créancier qu'actionnaire? Parce que face à cette crise, toutes les sociétés ont eu la même réaction, à savoir on coupe les salaires ou on met en chômage technique, on coupe les investissements, on coupe les dépenses. Donc, on va avoir des baisses de chiffre d'affaires, on va avoir des baisses de profit. Par contre, ce que l'on a eu, ce sont des sociétés qui ont eu des trésoreries qui ont été préservées. Elles ont tout fait pour préserver le cash flow. Donc, vous voyez bien que au niveau des profits, ça va pas être terrible. Par contre, au niveau du bilan des sociétés, ça va être moins problématique qu'attendu. Donc, c'est pour ça qu'à notre avis, nous disions qu'il était plus confortable d'être créancier, d'être prêteur obligataire qu'actionnaire. Ensuite, il est évident que ce qui allait arriver, c'était une récession. Nous sommes à l'intérieur de cette récession.
Et malheureusement, les pressions déflationnistes qui étaient déjà depuis 10 ans dans cette économie allaient être exacerbées pour des raisons qui sont évidentes, c'est-à-dire qu'un chômage qui va augmenter fortement, du pouvoir d'achat qui va baisser, fait que la pression sur les prix, qui était déjà très faible dans les années précédentes, ces pressions vont être beaucoup plus importantes. Troisième chose que nous avions mentionnée, c'était la baisse des cours qui était due pour une grosse partie à des coupages de position, donc des problèmes de liquidité qui avaient amené les valorisations, notamment sur des obligues, sur des prix n'ayant plus rien à voir avec l'économique. Souvent, Christophe prenait au téléphone l'exemple de la Total. Total à 1 an en hybride corporate qui valait grosso modo 0 de rendement avant la crise est monté jusqu'à 8 de rendement. Or, Total ne va pas faire faillite et 8 de rendement, il n'y avait plus aucun lien avec la réalité. Donc, on a vu une correction petit à petit des excès qui ont été commis par ces problèmes de liquidité. Et donc, derrière, il y avait forcément des opportunités à saisir pour la gestion, pour que ce soit Eurostrat ou Eurostratégique. Ça, c'était ce que nous avions dit. Donc, première chose, il vaut mieux être, à notre avis, obligataire que porteur d'actions. Alors, ça tombe bien, puisque nos deux fonds, c'est un rapide rappel, nos deux fonds phares sont sur les obligations, que ce soit Eurostrat ou Eurostrat Plus. Je ne vais pas m'étendre très longtemps sur ces slides parce que vous les connaissez, mais simplement, nous investissons en obligations émises en euros. Nous faisons du portage. Alors, le portage pragmatique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, nous gardons les obligations jusqu'au terme. Maintenant, lorsque nous pensons qu'une société peut avoir des problèmes, nous coupons. Et dans le cas actuel, c'est-à-dire une situation exceptionnelle, nous avons été amenés à nous poser la question. Et la deuxième chose, avec des taux négatifs, des taux courts négatifs, il est évident que garder en portefeuille des obligues à 2 ans, 3 ans qui rapportent 0,10 n'a pas d'intérêt. Donc, nous sommes amenés à les couper. C'est ce que nous appelons du portage pragmatique. Et ensuite, une sélection de dossiers, ça c'est notre ADN, mais qui dit sélection de dossiers dit également de garder ces dossiers même quand les cours baissent. C'est pour ça que nous avons d'abord une approche par le risque de défaut, et même si une obligue est temporairement attaquée, si nous estimons que ces attaques sont dues à de la liquidité et pas à du fondamental, nous conservons ces obligues. Il faut bien l'avoir en tête, et c'est ce qui explique la volatilité d'Eurostratégique et d'Eurostratégique Plus dans la période que l'on a connue. Sinon, le process est toujours le même. Nous regardons l'analyse fondamentale. Donc, c'est aujourd'hui, effectivement, l'analyse des secteurs est primordiale, puisque entre de la téléphonie, du tourisme, il est évident que ces deux secteurs n'ont pas souffert de la même manière par rapport au Covid. Ensuite, des éléments bilanciels, évidents. Nous regardons les cash flows, nous regardons l'endettement pour savoir si cette société est viable à long terme. Et ensuite, nous regardons est-ce que les obligues émises, la durée de ces obligations émises correspond à nos critères. Ensuite, des caractéristiques techniques. Est-ce que ce sont des obligations subordonnées, seniors? Est-ce que en cas de rachat de la société ou de changement de contrôle, est-ce qu'il y a des clauses? En cas de problème de la société, est-ce qu'il y a des covenants bancaires, c'est-à-dire des exigences des banques qui pourraient faire qu'elles coupent leur crédit à ces sociétés? Et ensuite, le couple rendement-risque. Et donc, une fois que nous avons fait ce travail, nous calibrons le pourcentage de ces obligations dans chaque portefeuille. Mais ça, vous le saviez, donc je passe là-dessus. Alors concrètement, Jacques, depuis là, c'est le point de ce qu'on avait dit depuis début avril. Il s'est passé quoi depuis mi-avril? Alors évidemment sur les portefeuilles et après en digression sur les marchés en général. Finalement, est-ce que la remontada dont on a parlé, comment ça s'est passé? Alors, nous avons fait un graphique effectivement sur Eurostratégique
pour vous montrer l'ampleur de la chute, chute historique que l'on n'avait pas connue. On voit qu'effectivement, le fait de posséder des dossiers, j'allais dire de qualité, c'est-à-dire où la faillite est peu probable, fait que dans un monde où aujourd'hui le monde entier cherche du dividende, cherche du rendement avec un risque de faillite limité, il est évident que ces sociétés sont recherchées et les taux qui étaient atteints ne correspondaient plus du tout à une valeur économique. Donc, quand on essaie de chiffrer la remontada, entre guillemets, d'Eurostat ou d'Eurostatus, on voit qu'en 2 mois, on a pris 12 et 17%. Là encore, ce sont des chiffres que l'on n'avait pas de toute l'histoire d'Eurostratégique. Alors, qu'est-ce que nous avons fait pendant cette crise? La première chose qui était évidente, c'est-à-dire que c'était une crise qui était inattendue. Et pourquoi? Parce que la moitié de l'humanité confinée, il était quand même difficile de bâtir des portefeuilles avec cette hypothèse. Donc, la première chose que nous avons fait un screen de tous nos portefeuilles, de toutes les lignes. Ça nous a pris beaucoup de temps, puisqu'il a fallu regarder chaque société, non pas avec l'œil que nous avions avant crise, c'est-à-dire une croissance faible, mais une croissance tout de même, mais avec un arrêt de la croissance et probablement un redémarrage dans les années qui vont suivre, un redémarrage en 2020, mais des années 21-22 peut-être un petit peu compliqué. Donc en fait, nous avons regardé les titres que nous avions au portefeuille et nous avons maintenu la quasi-totalité de nos lignes. Je dis bien la quasi-totalité parce que nous avons coupé une ou deux lignes. Par exemple, Selecta. Selecta, vous savez, ce sont des vendeurs machines. Dans les gares ou les aéroports, vous mettez 5 €, vous avez une bouteille d'eau ou des confiseries. Il est évident que ce type de société allait être en difficulté. Or, Selecta venait d'acheter un concurrent, donc était très endetté. Et nous avons fait le constat que la société aurait du mal à s'en tirer. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé puisque les cours des obliques de cette société ont beaucoup baissé. Ensuite, nous avions des sociétés où la faillite n'était pas le sujet. Donc, ces sociétés, nous les avons gardées. Nous avons vendu les sociétés qui étaient donc très peu, qui étaient en grande difficulté. Et ensuite, vous aviez des sociétés qui étaient un petit peu entre deux eaux. Par exemple, comme WFS, c'est une société de services aéroportuaires. Donc, il est évident que comme les aéroports étaient fermés, la question se posait. Or, eux n'étaient pas sur le trafic passager, mais beaucoup plus sur le cargo. Or, les marchandises continuaient à transiter par les aéroports. Donc, ce que nous avons fait, par exemple, dans Eurostratégique, on a eu la même démarche, par exemple, pour eDreams, tout ce qui est voyage par Internet. On a coupé les positions et on en a gardé 0,35%. En clair, on s'est dit, voilà, si demain, ces sociétés qui sont dans des zones grises, il était un petit peu difficile de voir les contours, si elles font faillite, nous ne serons pas embêtés avec 0,35%. Ce ne sera pas agréable, mais ça ne mettra pas le fond par terre. Donc, nous avons eu, grosso modo, pour 2,5% du portefeuille, nous avons coupé ces lignes en deux pour préserver, au cas où ça se passe mal, le portefeuille. Ensuite, nous avions des hybrides corporate. Je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas familiarisés, les hybrides corporate, ce sont des obligations émises par des sociétés dont les maisons mères sont investment grade, c'est-à-dire triple B ou plus. Simplement, elles rapportent historiquement 1,5 à 2% de plus que les obligations classiques. La contrepartie, c'est qu'en cas de faillite, on passe avant l'actionnaire, mais on passe après les obligataires. Enfin, parler de faillite sur des titres comme Orange, Total, Suez, Telefonica ou Bayer, ça n'est pas le sujet. Et la deuxième chose, c'est que ces sociétés peuvent différer le coupon au cas où, ça ne s'est quasiment jamais produit, mais s'ils ne vous le donnent pas une année, l'année suivante, ils vous en donnent 2. En clair, les coupons sont dus. Donc, nous avons conservé ces sociétés parce qu'elles avaient un rendement qui était intéressant. Elle donnait grosso modo 1,5 à 2% de plus que les obligations classiques et le risque de faillite n'était pas le sujet. Par contre, il est évident que pendant la crise, maintenant on le sait, ce sont des gros fonds, notamment anglo-saxons, qui ont dû couper des positions.
Et quand ils ont coupé les positions, ils ont vendu là où ils trouvaient de la contrepartie. Et sur ces sociétés hybrides corporate, vous avez des encours d'obligations entre 1 et 2 milliards. Donc là, ils avaient la liquidité, ce qui explique qu'on ait beaucoup baissé, mais ce qui explique derrière la forte remontée parce que la faillite n'est pas une option sur ces sociétés. Alors concrètement, le fait que c'est remonté violemment, qu'il y ait eu un rebond très fort, on l'a vu, hein, la baisse a été forte, le rebond a été très fort aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, deux questions se posent. Est-ce qu'évidemment il y a encore du grain à moudre, hein, c'est le titre de cette slide dans le portefeuille, et puis surtout, est-ce que ce mouvement il est terminé? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce qui va se passer et qu'est-ce qu'il y a encore comme richesse à l'intérieur des fonds comme Eurostratégique ou Eurostratégique Plus? Alors, vous le voyez, on vous a mis effectivement toujours le même mouvement depuis la création du fonds, c'est-à-dire quand les taux d'intérêt remontent, enfin quand les cours baissent beaucoup, les taux actuariels remontent, c'est-à-dire la richesse du portefeuille. Et aujourd'hui, nous sommes sur un euro stratégique avec un taux actuariel de 5,5 et euro stratégique plus de 8. Comme nous avons screené le portefeuille, la probabilité que nous ayons des faillites dans ce portefeuille est faible. Et d'ailleurs, le mot faillite est un petit peu galvaudé parce qu'il y a des sociétés que nous n'avons pas en portefeuille, hein, comme on va prendre Taco ou Emma. Ces sociétés, en fait, pendant la crise, les cours des obliges sont tombés à 20% de leur valeur parce que les opérateurs ont considéré qu'ils allaient en faillite. Or, en fait, il n'y a pas eu de faillite, ils restructurent leurs dettes. Et restructurer leurs dettes, eh bien, ces deux sociétés l'ont fait et l'ont fait sur des bases, grosso modo, de cours d'obligation à 50 ou 60% de leur valeur. Donc, aujourd'hui, sur Eurostratégique et Eurostratégique Plus, nous estimons que les taux à 5,5 ou 8 sont proches de la réalité, c'est-à-dire que nous excluons des faillites type Thomas Cook, où là, tout est parti à zéro et ça vaut zéro. Beaucoup de sociétés vont, si elles sont en difficulté, vont restructurer leur dette, c'est-à-dire trouver un accord, mais les obligations vont continuer avec une décote. Une question, Jacques, aussi sur les points sur le taux. Alors, c'est assez clair. Est-ce que on n'a pas parlé de durée de vie. Est-ce que ces taux-là, ils s'accompagnent d'une hausse violente de la durée de vie des obligations? Concrètement, est-ce que ça veut dire qu'on a été obligé de s'exposer sur des durées très longues pour aller chercher plus de taux? Ou finalement, la durée de vie de chacun de ces deux fonds reste dans des univers raisonnables historiques, entre 3 ans et 3 ans et demi, par exemple? Donc, il n'y a pas besoin aujourd'hui, enfin, on l'évoquera tout à l'heure, les courbes d'intérêt, de taux d'intérêt sont quasiment plates et que vous ayez un dossier en 2022 ou 2025, grosso modo, si le marché a peur d'une faillite, il met tout au même prix. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher des durées très longues pour avoir des rémunérations supérieures. Oui, si on va chercher en 2025, on va avoir 0,20 de plus, mais ça ne paye pas les 3 ans de portage supplémentaires. Aujourd'hui, ça n'est pas le sujet, à notre avis. Ok. Donc ensuite, il reste quoi en taux globalement sur les marchés, globalement on va essayer par notation parce que ça donne un peu de Alors visibilité. voilà, donc, ce que l'on vous a fait, on vous a mis, alors c'est un tableau double entrée, donc en gris, ce sont les obligations corporate, c'est-à-dire les investment grade, triple B, simple A, et vous avez le rendement, c'est sur la courbe qui est à gauche. Vous voyez que lorsque, avant le drame, si j'ose dire, c'est-à-dire quand tout le monde était optimiste, ces obligations, grosso modo d'une durée de vie de 7 ans, leur rendement était tombé à 0,5. Aujourd'hui, on voit qu'on est encore au-dessus de 1. Ça, c'est une moyenne, puisque pour les dossiers les plus solides, il y a eu la semaine dernière une obligation Danone qui est sortie à 9 ans. Cette obligation Danone, aujourd'hui, s'échange à 0,25 de taux. Mais c'est une moyenne et on voit que même sur l'investment grade, on est quand même plus haut que ce que l'on était il y a quelques mois, alors que le risque de faillite n'est pas du tout la question. Sur les obligations dites high yield, c'est-à-dire notées WB, simple B et triple C, on voit qu'on est monté jusqu'à 8 de taux, ce qui est complètement déraisonnable par rapport aux fondamentaux, et on voit que la correction est en train de s'opérer. Nous estimons que dans le deuxième semestre, et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi,
il est très probable que ces taux d'intérêt rebaissent. On est toujours, alors il y a une différence un petit peu pour les puristes entre le taux du high yield à 5,28 et le graphique. Simplement, le taux de 5,28, c'était le taux d'hier soir et le graphique date d'une semaine. Donc, vous avez un petit décalage. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui, même par rapport à ce que l'on avait avant la crise, il y a encore ce qu'on appelle un potentiel de compression des spreads, c'est-à-dire un potentiel de baisse des primes de risque. On voit que sur du double B, où très honnêtement, les risques de faillite dans les 3 ans qui viennent sont très très faibles, on est toujours à 3,30. Or, dans un univers où tout le monde cherche du taux, il nous paraît concevable que ce niveau continue de baisser probablement vers les 2,5, voire peut-être un petit peu plus. Sur les simples B et les triples C, là, vous avez des taux beaucoup plus élevés, mais qui dénotent une disparité très forte à l'intérieur des simples B et même à l'intérieur des triples C. Donc, on le voit sur ces niveaux de taux absolus. Pour nous, il y a encore du grain à moudre et pour nous, ça présente encore des opportunités à saisir. Juste une question, Jacques, parce que là, on parle de notation. Est-ce que concrètement, avec tout ce qui vient de se passer, est-ce que la notation, ça a encore vraiment un sens? J'imagine qu'il y a plein de contre-exemples sur des simples B, des triple C. Enfin, la question qu'on nous pose souvent, c'est de se dire finalement, est-ce qu'aujourd'hui, vous regardez encore les notes? Parce qu'avec ce qui vient de se passer, évidemment, on se doute bien que les agences de notation sont un peu à la traîne parce que ça va trop vite. Donc, c'est quoi un peu ton point de vue sur cette histoire de notation, toi qui fais ça depuis bien longtemps? Oui, alors il faut complètement relativiser, tu l'as dit justement, c'est-à-dire que les agences de notation ont été attaquées en 2008-2009. Donc là, elles ont un peu de retard et deux, elles ne veulent prendre aucun risque. Maintenant, il est évident que simple B, c'est pour l'ensemble d'une société. Or, je vais prendre des cas très précis. Par exemple, que ce soit sur CMA ou même Tereos, il y a une société qu'on avait qui est notée simple B. Tereos avait 800 millions de trésorerie pour 2020 et avait une obligation à rembourser en 2020 pour 250 millions d'euros. Donc, ce n'était pas le problème. Par contre, Tereos en 2023, je ne sais pas très bien si elle s'en sortira. On voit bien que rien que sur une notation, entre une échéance courte et une échéance plus longue, ce n'est pas le même traitement. CMA-CGM a plus d'1 milliard de trésorerie, doit rembourser près de 700 millions janvier 21, ça n'est pas le problème. Par contre, CMA-CGM en 2025, je ne sais pas ce que ça vaut. Donc déjà, sur une même notation, il faut regarder la différence entre les échéances courtes et les échéances longues. Ensuite, je vais vous prendre le cas des triple C. Triple C, vous avez des sociétés qui sont effectivement en grande difficulté, et puis vous avez des sociétés comme Verisure qui ont émis des emprunts subordonnés, qui sont triple C, mais Verisure, c'est une machine à cash. C'est-à-dire que ça reste endetté parce que ça achète beaucoup de sociétés, mais Verisure, ce sont des abonnements. Donc, il n'y a pas de problème sur les cash flows. Et Verisure, 2023, une triple C, rapporte 5,5%. Donc, vous voyez, il faut, au-delà des notations, il faut regarder les dossiers en profondeur. Voilà. Et les notations, ce n'est pas le Graal, hein, ce n'est pas l'élément qui explique tout. Il faut vraiment aller chercher société par société. Ok, parfait. Alors, prenons un peu de hauteur, revenons un peu sur les marchés au sens large, surtout obligataires, entre banque centrale, prime de risque, inflation. C'est quoi le canevas des prochains mois? Sors ta boule de cristal et raconte-nous ce qui va se passer. Alors, je n'ai pas de boule de cristal. Moi, je me fie, j'allais dire, aux faits, aux éléments. La première chose, on l'a évoqué, on va maintenant le détailler un petit peu. Les banquiers centraux ont sorti l'artillerie lourde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire, première chose, ils nous ont dit, voilà, nous, on met, alors je vais prendre la BCE, grosso modo, 1600 milliards d'obligations, d'argent sur la table pour acheter des obligations. Et même, il est probable que début 2021, ils en rajoutent. C'est en tout cas ce qui est en train de se dire. Donc, là, j'ai évoqué la BCE, la Fed a fait la même chose. C'est-à-dire que, voilà, vous avez devant vous le bilan des banques centrales.
vous voyez que, alors le 5, 6, 7, ce sont des trillions. Alors avant, on raisonnait en millions, puis en milliards, maintenant c'est en milliers de milliards. Donc grosso modo, pour faire simple, toutes les grandes banques centrales ont sorti l'artillerie lourde, c'est-à-dire qu'elles ont injecté déjà pour se détendre 2000 milliards de leur monnaie, c'est-à-dire d'euros ou de dollars, pour racheter des obligations. Ça, c'est la première chose. La deuxième, notamment aux États-Unis, elles ont baissé les taux. Donc maintenant, nous avons des taux courts qui sont grosso modo à zéro. La troisième chose, elles nous ont dit, écoutez, c'est très simple, cette politique va être viable jusque minimum 2022. Ça veut dire qu'on a, grosso modo, 30 mois devant nous de soutien des banques centrales. Et comme si ça ne suffisait pas, maintenant, elle commence à parler, alors c'est un terme un peu barbare, mais vous allez très vite comprendre de quoi il s'agit, de yield curve control. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'elles vont faire comme au Japon, c'est-à-dire qu'elles réfléchissent à dire non seulement les taux courts, on les fixe, mais les taux longs, on va vous fixer une fourchette dans laquelle ces taux longs ne pourront plus bouger. C'est-à-dire qu'au Japon, c'est en pratique depuis 5 ans, vous avez le 2 ans japonais qui est à moins 0,10 et le 10 ans japonais qui est à 0, plus ou moins 0,05%. Et donc, les banques centrales, comme il y aura de plus en plus d'emprunts parce que les États, vous avez vu que l'Europe va peut-être émettre 750 milliards pour soutenir la croissance, il va falloir les financer. Et pour que les marchés ne prennent pas peur, eh bien, les banquiers centraux réfléchissent à dire voilà, eh bien, les taux longs, que ce soit du 10 ans européen ou du 10 ans américain, eh bien, ils vont évoluer dans une fourchette, si je prends le 10 ans allemand, de moins 0,50 à moins 0,70 et ça ne bougera plus. Donc, ça veut dire que nous avons devant nous un univers de stabilité des taux. Je parle des taux des emprunts d'État, je parle des triple B, puisque les banques centrales rachètent les triple B, rachètent ce qu'on appelle les fallen angels, c'est-à-dire les boîtes qui étaient triple B qui sont passées double B, et même aux États-Unis rachètent du high yield. Donc, la première chose que l'on comprend, qui est évidente, c'est qu'on a un acheteur final qui n'a, un, nous garantit des taux bas, deux, n'a pas fini d'acheter, et trois, nous dit pendant 30 mois, vous pouvez dormir tranquille sur l'environnement de notre part. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point également structurant pour les 30 mois à venir, c'est une inflation qui va demeurer basse. C'est-à-dire que vous avez eu récemment la Fed, la BCE et l'OCDE qui ont communiqué dessus. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que leur hypothèse d'inflation pour les années qui viennent va rester très, très faible. Je vous ai pris la BCE, ces hypothèses hautes et basses d'inflation. Vous voyez qu'on se balade entre 1 et 1,5. Et le 1,5, ça fait des années qu'ils nous disent que l'inflation va remonter. Mario Draghi nous le disait tout le temps. Et en fait, il ne se passe rien. Et même si on va beaucoup plus loin que ça, si on prend non pas l'inflation, mais le corps inflation, c'est-à-dire l'inflation hors prix du pétrole et hors prix alimentaire, qui par définition fluctue un peu plus, on s'aperçoit que depuis 7 ans, tant en Europe qu'aux États-Unis, l'inflation corps était de 1%. Or, on peut bien comprendre qu'avec la crise que l'on a devant nous, le chômage qui va augmenter et une croissance qui sera plus faible, il est évident qu'on va avoir des pressions déflationnistes. Ce qui veut dire que sur les 30 mois que l'on a devant nous, eh bien, on a un horizon dégagé tant au niveau de l'acheteur final et de la stabilité des taux, je parle des taux triple B et double B+, enfin double B, que de l'inflation. Donc ça, c'est très porteur pour le marché obligataire. Maintenant, ce qui peut bouger, ce sont les primes de risque sur les emprunts, j'allais dire, de seconde catégorie. Pourquoi? Parce que la Fed ou la BCE rachète la première catégorie, rachète le double B, mais ils ne peuvent pas racheter l'entièreté des marchés. Déjà, les marchés sont sous contrôle, mais racheter la totalité des obligations sur le marché, ils ne peuvent pas le faire. Et donc, ce que nous pensons, c'est que
Une fois qu'on aura eu une contraction des primes de risque, ce qu'on a vu tout à l'heure sur les très beaux emprunts, la différence va se faire sur la gestion obligataire, sur le choix des dossiers, c'est-à-dire tous les emprunts notés simple B ou triple C dont on parlait tout à l'heure, qui donnent du rendement, et bien là, ça va se faire sur ce choix de dossier, bien connaître ces sociétés, et deuxièmement, conserver ces sociétés en portefeuille, même s'il y a de la volatilité. C'est-à-dire que beaucoup d'acteurs disent, bon, cette oblige, elle valait 80, elle va descendre à 70, je la vends. Non, nous, on va la garder si on estime que la baisse du cours correspond juste à de la liquidité, mais pas au fondamental. Et donc ça, c'est un vrai métier, parce que pendant des années, tous les actifs montaient. Donc, il suffisait d'acheter un ETF et de se laisser porter. On pense que dans la période, dans les 30 mois que l'on a devant nous, certes, il va y avoir un peu de compression des spreads encore, puisque la BCE et les banques centrales vont faire leur travail. Mais ensuite, sur du simple B, non, elles ne seront pas là. Et ça va être vraiment un choix de société spécialisée. Et surtout, les acheter est une chose, les garder en est une autre. Alors, concrètement, ça veut dire tout ça, enfin, sans avoir une lecture trop biaisée, mais tout ça, ça va quand même très largement dans notre sens. Alors, quand je dis notre sens, c'est le sens des créanciers obligataires. On en a un peu parlé en introduction, mais tous les éléments que l'on ajoute mis bout à bout les uns avec les autres va plutôt dans notre sens. C'est-à-dire que on a l'impression que tout ça est très très bon pour les solutions de portage dont on fait évidemment la promotion. Mais est-ce que tu vois des ombres à tout ça, ou est-ce qu'évidemment tout ce portage des banques centrales, tous ces éléments d'inflation et autres, ça va vraiment dans l'autre sens? Alors là, ce que je vous ai donné, ce sont des éléments qui sont purement factuels, hein, sur les banques centrales, sur l'inflation. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, ce sont des facteurs de soutien qui sont massifs pour le portage obligataire. Et même si on veut aller dans le détail, mardi, nous avons eu la journée sur le marché obligataire où il y a eu le plus d'émissions primaires de l'année sur l'investment grade, 14 milliards d'euros. C'est une avalanche de primaires. Et malgré ça, on a vu que les cours des obligations se tenaient très bien. C'est-à-dire que le marché qui aurait dû baisser sur des chiffres pareils n'a quasiment pas baissé. Ça veut dire qu'il y a un soutien massif, il y a des liquidités pour le portage. Le dernier point que je voudrais développer, ce sont les taux de défaut. Alors, nous mettons des taux de défaut probablement contenus parce que les mesures sont fortes, les plans de relance vont arriver. Donc, ce que nous pensons, c'est que les profits des boîtes dans les années qui viennent vont être plus compliqués, mais les mesures qui ont été prises font que à notre avis, les hypothèses de faillite qui sont pour certains encore très élevées seront probablement moins fortes que ce que l'on anticipe. Elles seront plus fortes que ce que l'on a connu avant la crise, ça c'est bien évident, mais on va surtout s'orienter non pas vers des faillites pures, mais vers des restructurations de dettes, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire des sociétés qui disent voilà, mon obligation, elle faisait 3 ans, et ben je vais la prolonger encore 5 ans, et pour une partie, ce sera converti en capital. Donc, ce sera beaucoup moins douloureux, à notre avis, que ce qu'on pouvait entendre. Mais globalement, c'est-à-dire, est-ce que sur ce qu'on dit là depuis tout à l'heure, est-ce que vaut mieux pas se casser la tête pour nos partenaires? On achète un fonds benchmarké obligataire, un ETF obligataire et on se laisse porter finalement? Ou est-ce que la spécificité de ce qu'on fait, c'est-à-dire de la sélection de dossiers, et ainsi de suite, est-ce que ça apporte vraiment de la valeur ajoutée aujourd'hui? Est-ce que ça a une valeur qui est plus importante qu'avant? Oui, parce que J'espère que tu vas dire oui, hein. le dossier est une chose, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une étude d'ailleurs de Merrill Lynch qui est parue dans les Échos il y a 3 jours, qui était très intéressante là-dessus. C'est qu'ils disent qu'aujourd'hui, 90% des mouvements, que ce soit sur les actions ou sur les actifs, est expliqué par la liquidité. Donc, ce qu'il faut, acheter des titres de qualité, c'est une chose, mais derrière, il faut avoir des convictions profondes pour les garder, c'est-à-dire vraiment savoir ce qu'on achète. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous, notre spécificité, on va le voir tout à l'heure sur le slide suivant, c'est que nous avons une approche cœur satellite. Ça veut dire, grosso modo,
que nous mettons en portefeuille des grosses pondérations sur des sociétés sur lesquelles nous n'avons aucun doute sur la pérennité, hein, c'est-à-dire sur la probabilité de faillite. Et à côté, nous mettons grosso modo pour Eurostratégique une trentaine de pourcents de sociétés qui vont rapporter beaucoup. Alors certes, si elles rapportent beaucoup, c'est que le business model n'est pas complètement blanc-bleu, mais c'est là où notre expertise va avoir un sens, c'est-à-dire qu'on creuse vraiment les dossiers et nous, on va pouvoir avoir une expertise en disant, voilà, le rapport qualité-prix, c'est-à-dire rendement-risque de cette obligation est intéressante. Donc, nous raisonnons non pas en disant cette obligation peut se valoriser à 3 semaines, on s'en fout complètement, c'est pas le. Il y a des gens qui font ça très bien, nous, c'est pas notre métier. Notre métier, c'est de dire voilà, ce qu'on met en portefeuille, on pense que le risque de défaut est faible. Donc, quand on regarde ce que l'on fait, notamment sur un euro stratégique, je vous fais défiler, voilà. Nous avons aujourd'hui 95 lignes en portefeuille. Mais ce qui est important, et ce qui explique bien ce que l'on fait, c'est que les 10 principales lignes représentent grosso modo 23% du portefeuille. Donc on voit que nous avons des convictions assez fortes. On vous a mis les 10 principales lignes, vous voyez les noms. Alors peut-être qu'Air France, on pourrait dire oui, mais Air France fait faillite, c'est une Air France 2020. Je rappelle qu'Air France, l'État a injecté 7 milliards dans cette société. Donc l'obligation 2020, il n'y a pas de sujet dessus. Mais derrière, vous voyez, Gaz Natural, Unibail, La Poste, Suez Environnement, enfin des sociétés très très importantes où la faillite n'est pas le sujet. Donc nous avons, quand vous prenez le camembert, vous avez 46% de triple B, vous avez 3% de single A. Donc grosso modo, nous avons 50% d'investment grade. La faillite, on n'en parle pas. Nous avons près d'une vingtaine de pourcents d'obligations notées double B. Et le reste, et là, on a une granularité très forte, d'obligations triple C ou simple B, qui, elles, vont nous donner un supplément de rémunération. Mais par exemple, sur un euro stratégique, pour être tout à fait concret, ces sociétés simple B ne dépassent pas 0,50. Alors, quand on a une conviction très forte, on peut monter à 0,70 et qu'on est dans des secteurs du tourisme entre deux eaux, comme on l'a évoqué tout à l'heure, sur WFS ou sur eDreams, on est à 0,35. Voilà ce qu'on appelle le cœur satellite, c'est-à-dire qu'on pondère très fortement des boîtes sur lesquelles on estime qu'il n'y aura pas de faillite, mais on va prendre l'hybride corporate, on ne prendra pas le straight bonds, c'est-à-dire l'obligation classique, parce que l'obligation classique Danone 0,20 ou 0,25, c'est pas avec ça qu'on va vivre. Par contre, si je vous prends là, pour être très concret, Bertelsmann 2023, on est à 3,5 de taux, Vodafone 3,10, Unibail, on est même à 6 de taux, Gaz Natural 3,5. En contrepartie d'une certaine volatilité, on a un cœur qui nous rapporte aux alentours de 3, et derrière, on va chercher des dossiers. Alors, très concrètement, on a 5% de triple C. La moitié de cette poche triple C, c'est deux sociétés, Casino, l'hybride Casino, qui rapporte du 9%, et Verisure, qui rapporte du 5,5%. Casino, c'est 2,5 milliards de cash. Ils vont vendre tout ce qu'ils ont en Amérique du Sud, c'est prévu. Ils vont se retrouver avec 4 milliards de cash. La faillite chez Casino n'est pas le souci. Et après, on a des sociétés simple B. Et là, dans des sociétés simple B, vous avez des sociétés, vous ne les connaissez peut-être pas, comme Almaviva ou Kedrion, des sociétés italiennes, qui rapportent 12 ou 13, mais avec des bilans costauds. Simplement, elles sont leveragées, certes, mais les cash flows sont récurrents, les business models nous paraissent sûrs. Voilà, bon, je ne vais pas détailler, mais ce sont des sociétés qui rapportent 10 ou 12%. Donc voilà, c'est un mix de sociétés costauds et de sociétés qui peuvent paraître plus légères, mais quand on les connaît bien, qui rapportent. Après, le produit reste simple, c'est-à-dire que nous n'utilisons pas de dérivés, nous ne faisons pas de levier, pas de couverture, donc on est long only. Alors, il est évident que quand on a une crise historique comme celle qu'on a connue du long only, on souffre temporairement, mais après, la qualité des sociétés que nous avons en portefeuille, c'est-à-dire ce que j'appelle qualité, c'est probabilité de faillite faible, fait que les gens reviennent acheter ces sociétés. Ok, alors on va conclure et on va surtout répondre aux questions parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées, donc on va faire cet exercice. Alors, le conclusion
on la fera après, mais je pense qu'il faut répondre aux questions. Alors, il y a beaucoup de questions. Il y a deux, trois questions qui se recoupent sur la corrélation aujourd'hui entre marché des actions et marché du crédit. C'est vrai que tout le monde ne comprend pas bien finalement quand les marchés actions baissent, il peut y avoir une corrélation avec le marché du crédit. C'est quoi aujourd'hui les corrélations qu'on trouve entre actions et crédit? Est-ce qu'il y a un vrai ton avis là-dessus? Alors, historiquement, il y avait des corrélations, mais ces corrélations ont tendance à s'estomper avec le temps. Euh, il est évident que enfin, à court terme, quand vous avez je caricature, un CAC 40 qui perd 4 ou 5%, vous avez des corrélations par les CDS et autres, et donc les obligations baissent. Maintenant, sur plus long terme, il est évident que quand vous avez des sociétés dont vous êtes sûr que la faillite n'est pas le sujet, ben, ces sociétés sont rachetées, que le CAC monte ou baisse. Quand vous avez du 2,5 sur une société avec une inflation qui est à 1 et peu de croissance, ben, quand vous pensez que cette société ne va pas faire faillite, vous ne la vendez pas. Et d'ailleurs, sur les marchés, c'est un petit peu le souci. On a de plus en plus de mal à trouver ces sociétés en marché secondaire, c'est-à-dire sur le marché de l'occasion, parce que dans la conjoncture que l'on a devant nous, c'est-à-dire une croissance qui va être faible, un horizon qui n'est pas forcément très clair pour le marché des actions, quand vous avez des obliques qui vous rapportent du 2, du 3, du 1, eh bien, c'est pas parce que le CAC va perdre 5% que vous allez vendre ces obligations. Donc oui, il y a eu par le passé des corrélations assez fortes entre les actions et les obligations. Quand il y a des gros coups de grisou, comme on a connu, on l'a vu, les corrélations ont pu jouer. Maintenant, sur des corrélations, j'allais dire au jour le jour, non, de moins en moins. De moins en moins. Ok, une autre question aussi, ou une famille de questions essentiellement tournées sur la bulle qui est entretenue finalement sur toutes ces dettes qui ont été émises évidemment par tout cet argent déversé par les banques centrales. Et la question que souvent on nous pose, c'est de se dire finalement est-ce qu'on entretient la bulle sur les actifs plutôt que de relancer véritablement l'économie? Et c'est un vrai sujet globalement de compréhension de ces monceaux de dettes. Qu'est-ce qu'on va en faire? Comment ça va se passer? D'ailleurs, avant que Jacques réponde, on a fait il y a 15 jours un webinaire sur l'action des banques centrales qui a été animée par Étienne de Marsac chez nous. Pour ceux qui ça intéresse vraiment, c'était assez détaillé. Ça permet de très très bien comprendre quelles sont les actions des banques centrales, ce qu'on peut en retirer et qu'est-ce que va devenir cette dette. Mais c'est vrai que cette question-là, elle est assez récurrente. Alors, au niveau des dettes, il est évident que lorsqu'on parle de yield curve control, ça veut dire grosso modo que les dettes d'État sont maintenant quasi toutes achetées par les banques centrales. Donc, on voit mal le système revenir en arrière hein, sur tout ce qui est dette. On va devoir apprendre à vivre avec des endettements très très forts au niveau des États. Et alors, est-ce que ces dettes seront annulées? Est-ce qu'elles seront converties en dettes perpétuelles? Tout ça, ce sont des grands débats. Il est évident que ça perturbe. Ensuite, le deuxième point que tu mentionnais, c'est effectivement, il y a une corrélation d'ailleurs très forte, il y a un graphique qu'on pourra vous envoyer, entre l'injection des liquidités des banques centrales et la hausse des actions, notamment des GAFAM, hein, c'est-à-dire des Google, Amazon, enfin vous connaissez ces sociétés-là. Donc il est évident que plus elles veulent défendre l'économie, plus elles injectent en prêtant aux sociétés, une partie de cet argent va sur les marchés actions et fait gonfler les capitalisations boursières sans rapport avec l'économie réelle. Donc il est évident que c'est un problème à terme. Ça, c'est pour les banques centrales. Maintenant, nous, ce qu'on pense, c'est que la deuxième salve, maintenant, les banques centrales ont donné, elles vont continuer à donner, mais je pense qu'au niveau des gouvernements, il va y avoir des relances. D'ailleurs, le plan que veulent faire les Allemands et les Français de 750 milliards d'euros est là pour l'illustrer. C'est-à-dire que maintenant, ils vont probablement essayer de relancer l'économie réelle en injectant directement dans l'économie réelle. Donc ça, il va falloir que ça passe. Mais de toute façon, les soutiens des banques centrales que l'on a, même si les sommes font peur, même si ça paraît complètement délirant, je pense qu'on est dans un processus où elles ne pourront plus revenir en arrière. Et on a l'exemple devant nous de la Chine. Il faut savoir que 100% de la dette chinoise est achetée par la Banque centrale. Et je pense que c'est notre futur.
Ok, parfait. Donc, on va conclure, Jacques, sur cette dernière slide en résumé de tout ce qu'on a dit. Et puis, je répondrai à une ou deux dernières questions si elles arrivent d'ici les 2 minutes qui passent. Bon, en résumé, soutien massif des banques centrales, inflation basse. Ça veut dire que dans les années qui viennent, les taux vont rester bas. Ce qui va bouger sont les primes de risque, d'où nécessité de bien savoir ce que l'on a dans les portefeuilles, que ce soit chez nous ou ailleurs. Il va bien falloir regarder ce qu'on achète. L'impact sur les rendements des fonds euros, je crois que vous avez compris que les fonds euros, la baisse n'est pas terminée et que les fonds euros, enfin après c'est ma conviction et ça n'engage que moi, je pense que dans quelques années, ils disparaîtront. Et ça, j'extrapole librement. Et ce qui va faire la différence, c'est la sélection de titres, les gens qui vont pouvoir garder ces titres et surtout, si on veut avoir un peu de rendement, il va falloir accepter une certaine dose de volatilité. Le mécanisme sur Eurostratégique Plus, on le connaît, on l'a vu en 2010, on l'a vu en 2018, on l'a vu également là, même si le drawdown a pu être traumatisant pour certains, la remontada est du même acabit. Donc, si je veux avoir un peu de rémunération sur de l'obligataire, il faut que j'accepte une dose de volatilité. Avec les banques centrales qui maintenant ne vont plus arrêter d'acheter sur les marchés, on parle de volatilité qui sera contenue. Les volatilités comme on a connu, justement, si elles sont intervenues, c'est pour mettre de la liquidité et empêcher les volatilités qu'on a connues. Mais on aura toujours des volatilités, notamment sur certaines sociétés. Voilà, il faut accepter ça. Mais si on accepte ça, on va pouvoir avoir en portage dans un monde où l'inflation va, en tout cas dans un avenir proche, va probablement rester très 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 faible, des taux d'emprunt d'État qui vont rester à zéro, des fonds en euros qui vont converger vers zéro très vite, beaucoup plus vite que ce que l'on attend, eh bien on pourra avoir un peu de portage avec un peu de volatilité. Voilà. Ok, moi je vais répondre aux deux dernières questions de Romain et de Hugo sur les fonds 2022, Eurostratégique, Eurostratégique Plus, enfin tout ce qu'on fait en portage chez nous. Alors c'est vrai que sur les deux fonds 2022 qui ont été lancés, alors je vous rappelle, ces deux fonds qui ont été lancés fin mars, donc avec un timing qui était plutôt opportun, la commercialisation de ces deux fonds, Opportunité 2022 et Opportunité 2022 Plus, arrive en échéance le 31 juillet, donc il reste un mois, un peu plus d'un mois. D'ailleurs, on va faire un webinaire dédié à ces deux fonds-là mardi prochain, même heure, même endroit. Donc, pour ceux que ça intéresse, bien évidemment, vous êtes les bienvenus. Et là, on fera ça avec Kevin Gamero, qui est notre gérant analyste sur cette partie-là. Aujourd'hui, les taux actuels sur le 22 et le 22 plus sont autour de 3 sur le 22, autour de 5 sur le 22 plus. Et la différence qu'on va trouver entre un euro stratégique et un euro stratégique plus et un 22 et un 22 plus, c'est que, évidemment, la durée est un peu plus longue sur euro stratégique et euro stratégique plus. Ce sont des fonds qui sont ouverts tout le temps et perpétuels, donc ce ne sont pas des fonds d'opportunité comme ça peut être le cas. Et puis surtout, ça ne va pas forcément adresser les mêmes clients. L'idée d'avoir fait des fonds courts, c'était volontairement pour aller chercher des clients qui pouvaient se poser des questions existentielles et de se dire, voilà, 2022, c'est pas très loin. Ça permet de répondre à beaucoup de questions en termes de visibilité, en termes de lisibilité, en termes de défauts, en termes d'univers. Et c'est vrai que, alors, faut un peu de bol de temps en temps, mais là, on en a eu véritablement, c'est que le tempo est plutôt bon puisque construire des fonds 22 plus aujourd'hui, je vais dire c'est assez confortable. Alors, je vais pas dire que Jacques fait rien, mais c'est assez confortable parce que globalement, on est dans la crise et donc on a une très bonne visibilité sur les éléments de marché, sur les impacts des banques centrales, sur les actions concertées État et banques centrales. Donc, ça nous apporte en termes de visibilité plutôt beaucoup de choses. Donc, c'est assez cohérent. Mais ça n'adresse pas forcément les mêmes clients, sachant qu'aujourd'hui, le taux est plus fort sur un euro stratégique que sur un 22, ou sur un euro stratégique plus que sur un 22 plus. Mais en revanche, les durées de vie sont pas les mêmes non plus. Et on a d'un côté des fonds perpétuels et de l'autre côté des vrais fonds d'opportunité. Donc, c'est à arbitrer aussi en fonction des besoins du client. Et pour les clients les plus frileux, entre guillemets, c'est sûr que les fonds 22, ils ont une approche marketing qui est très confortable parce que cette durée étant relativement courte, ça permet de générer quelques vocations de ces clients-là. Donc voilà pour la réponse à ces questions-là. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous appeler, ou Blaise ou moi, bien évidemment, pour qu'on puisse y répondre à votre convenance. Voilà, écoutez, merci à tous d'être restés avec nous pendant ce temps qui est un peu débordé. On avait prévu 30 minutes, on est à un peu plus de 45, mais vous êtes tous restés là, donc ça veut dire que ça devait être intéressant. Donc merci à tous et j'espère à très bientôt. Bonne fin de journée, au revoir.